Le Cameroun dispose désormais de l'un des plus grands ports en eau profonde d'Afrique. Son exploitation a été confiée au groupe Bolloré. Rencontre des acteurs clés de la transformation des produits agricoles ouest africains à Cotonou au Bénin. C'est dans le cadre d'un forum régional. Enfin, la Namibie opte pour l'extraction du diamant dans l'océan Indien face à l'amenuisement des réserves du désert. Cette rencontre de Cotonou vise à élaborer une stratégie commune sous-régionale dans le contexte de mise en œuvre de la feuille de route de l'acte additionnel pour l'égalité des droits entre les femmes et les hommes pour le développement durable de la sous-région. Ceci résulte des orientations de la vision 2020 de la CEDEAO, des objectifs de développement durable 2016-2030 des Nations Unies et de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Les assises de Cotonou s'inscrivent parfaitement dans le cadre de la promotion de l'autonomisation de la femme. Vous conviendrez certainement avec moi que ce creuset est l'expression même de la volonté des femmes des secteurs concernés de rendre visible leur contribution au développement de leurs pays respectifs. Il s'agit en effet, pour les initiateurs de cette importante rencontre, de fédérer les énergies pour une meilleure participation des femmes au rayonnement de l'Afrique, d'impulser l'implication des femmes dans la conception et l'exécution des programmes et projets de développement. Les participants auront, entre autres, à partager les résultats de recherche sur les questions liées au genre et à l'agriculture dans les États membres de la CEDEAO, identifier les initiatives, innovations et expériences réussies des réseaux des femmes transformatrices, proposer des solutions concrètes aux questions liées au développement des chaînes de valeur, au financement des unités de transformation et à l'écoulement des produits dans le marché local, au plan régional et à l'international, créer des synergies entre les réseaux de femmes transformatrices des pays de la CEDEAO et les acteurs intervenant dans le domaine de la transformation. Le mécanisme de suivi-évaluation périodique que vous allez proposer à l'issue de ces 3 jours, j'en suis persuadée, permettra d'enclencher une démarche participative et inclusive pour que les femmes deviennent des piliers de l'émergence dans la région ouest africaine. Une cinquantaine de participants des 15 pays membres de la CEDEAO et de nombreuses personnalités politico-administratives participent à cette rencontre de Cotonou. L'État du Cameroun a procédé dans la ville de Kribi, dans le département de l'Océan, précisément dans la localité de Mboro, à la signature de la concession du terminal à conteneurs de l'un des plus grands ports en eau profonde en Afrique pour une durée de 25 ans au groupe Bolloré. Le port en eau profonde de Kribi remplit en effet les critères essentiels d'une plateforme de transbordement de référence, à savoir un fort tirant d'eau, une capacité d'extension très importante, un marché intérieur soutenu, un potentiel économique majeur et une stabilité politique indispensable à la conduite sereine des activités industrielles et commerciales. Une cérémonie présidée par Alain Mebengo, le ministre camerounais des Transports, devant un parterre de personnalités composé des opérateurs économiques, des ambassadeurs de la Chine, du Congo et de la France. C'est un moment que nous avons attendu depuis. Et pour nous, c'est très important. En se dotant du port de Kribi, l'État du Cameroun s'attaque en réalité au gros du trafic international des conteneurs qui, pour l'instant, est mobilisé sur la côte ouest africaine par les ports de Tanger, d'Abidjan ou de Lomé. Le port de Kribi dispose de tous les atouts pour se positionner tant au Cameroun, dans la sous-région, que sur la côte ouest africaine, comme un port d'éclatement de référence. Notons que Kribi Container Terminal dispose d'un quai de 350 mètres. Il peut héberger 1,2 million de tonnes de produits par an, des entrepôts de 4000 mètres carrés et 2 grues de levage de 25 et 40 tonnes. Le port de Kribi est construit sur une superficie totale de 28 000 hectares qui s'intègre dans le vaste complexe industrialo-portier. Les données compilées par les gestionnaires d'actifs FTFM et Mollenstadt sont rassurantes.
Les marchés obligataires primaires ont attiré plus de 355 milliards de dollars au premier semestre de cette année contre 375 milliards de dollars sur toute l'année 2016. Cette performance qui intervient malgré les procédures de normalisation de politique monétaire de la plupart des banques centrales témoigne de l'engouement des investisseurs pour des titres de créances à revenus fixes au niveau mondial. Fin mai, les entrées nettes sont déjà supérieures au montant mobilisé sur l'ensemble des années 2013 et 2015. Selon les experts, les investisseurs à long terme se sont tournés vers les obligations comme couverture d'inflation. Les taux directeurs qui sont restés faibles les ont également contraints à rechercher le rendement du marché obligataire. Mais les relèvements des taux directeurs de plusieurs banques centrales, États-Unis, Canada, même l'Égypte et l'Afrique du Sud du côté africain soulèvent déjà des inquiétudes quant au maintien de cette dynamique au second semestre 2017. Tout ceci ajouté à l'annonce de la Banque centrale européenne BCE selon laquelle la Banque européenne pourrait changer sa politique monétaire. Cette donnée devrait entraîner une chute des taux obligataires. La fin de la politique décennale d'assouplissement quantitatif mise en place pour relancer les économies à la suite de la crise de 2008 s'annonce également et les taux devraient se resserrer sur les perspectives du marché obligataire. Madagascar va bénéficier d'un prêt de 86 millions de dollars du Fonds monétaire international. Un financement approuvé par l'institution à l'issue de son premier examen portant sur la performance économique du pays dans le cadre d'un programme appuyé par une facilité élargie de crédit, FEC. Ces fonds devraient permettre aux autorités malgaches de poursuivre un certain nombre de réformes entamées, des réformes qui visent entre autres à promouvoir une croissance économique plus inclusive et plus durable à travers l'augmentation des investissements dans le secteur des infrastructures et le capital humain. Ce programme pourrait également aider le pays à renforcer les dépenses sociales, le secteur financier et l'avancement des réformes structurelles. Malgré ses réserves de nickel, de cobalt, d'or, d'uranium et d'autres minéraux, Madagascar traverse des difficultés économiques. Outre les investisseurs étrangers qui ont quitté le pays suite au coup d'État de 2009, la sécheresse entre fin 2016 et début 2017 et du cyclone Enao qui a fait 81 morts pèse lourdement sur l'économie à hauteur d'environ 400 millions de dollars, soit 4% du produit intérieur brut du pays. L'équipage le surnomme le boucher. Cet aspirateur de près de 300 tonnes ratisse méthodiquement les fonds marins à la recherche des diamants enfouis au large des côtes de la Namibie. Pour De Beers, ces gisements dans le lit de l'Atlantique représentent l'avenir, car les mines que le groupe exploite dans le désert commencent à se tarir. Nos opérations terrestres sont à un tournant. Nous pensons que l'extraction des diamants sur Terre n'est pas finie, mais elle va nécessiter de très gros investissements. Des investissements, il en a fallu aussi pour construire le Mafuta, un navire unique en son genre, spécialisé dans l'extraction de diamants sous-marins. Les sédiments sont aspirés dans ce tuyau, puis hachés et lavés, avant d'être recrachés dans l'océan. Les diamants, repérés par rayon X, finissent automatiquement dans ces boîtes de conserve, sans aucune manipulation humaine. Pour la centaine de marins à bord, le plus difficile est de faire face aux intempéries et aussi de minimiser les potentielles conséquences négatives pour les fonds marins. L'environnement est perturbé, mais la nature est abondante ici et la réhabilitation est assez rapide. En 2016, l'extraction marine a produit 1 200 000 carats, soit les 2/3 du total du pays. Mais le partenariat entre De Beers et le gouvernement est parfois critiqué, car les diamants namibiens, d'une qualité rare, se vendent plus cher quand ils ne sont pas mélangés avec ceux des pays voisins. Kennedy Amutenya dirige une entreprise publique, chargée de vendre une petite partie des pierres pour le compte de l'État. De Beers promeut sa propre marque. Ils utilisent nos gemmes pour promouvoir leur marque. Nous voulons désormais créer la nôtre pour que les gens sachent que le diamant qu'ils portent vient de chez nous. La Namibie a néanmoins renouvelé pour 10 ans son partenariat avec De Beers, qui est aussi son plus gros contribuable, avec plus de 200 millions d'euros d'impôts versés l'an dernier.
En Tanzanie, les conclusions des commissions mises en place par le président John Magufuli pour enquêter sur le secteur minier du pays sont des plus accablantes. Selon les rapports des deux commissions, Acacia, la principale compagnie minière du pays, opère illégalement sans verser des tasses dans les caisses de l'État. Les sites miniers concernés sont ceux de Bulyanhulu et de Buzwazi sur des périodes comprises entre 2000 et 2017. Face au manque à gagner criard, le gouvernement exige réparation des préjudices causés. 190 milliards de dollars de tasses minières à verser. Mais la principale entreprise épinglée nie toutes ces accusations et conteste la sanction de 190 milliards de dollars de pénalités de tasses et d'intérêts réclamés par le gouvernement. Elle dit envisager toutes les options pour défendre ses droits et qu'elle fournira en temps voulu une nouvelle mise à jour. À la suite de la publication des rapports sur le secteur minier, le président Magufuli avait ordonné la révision des textes de loi régissant l'attribution des contrats d'exploitation et demandé à la justice d'interroger, voire poursuivre les ministres des Mines et de la Justice ayant signé au cours des dernières années ces contrats défavorables à l'État. Ce dossier, qui a fait couler assez d'encre et de salive, avait précédemment abouti à la suspension pour 2 ans un hebdomadaire ayant relayé des accusations liant 2 anciens présidents à des contrats miniers ayant valu au pays des pertes de plusieurs milliards d'euros. Le sous-sol tanzanien est riche en minerais. Outre l'or, le pays exporte également du cuivre, du nickel, de l'argent, des diamants et d'autres pierres précieuses comme la tanzanite. Situé aux confins du Rwanda, de la RDC et de l'Ouganda, le massif des Virunga est le dernier sanctuaire au monde des gorilles, dont le nombre a atteint aujourd'hui près de 900 individus grâce aux efforts de conservation consentis ces dernières années. Un sanctuaire qui attire nombre de touristes, mais dont le coût d'accès a été multiplié par 2 en mai 2017 pour répondre aux besoins des autorités rwandaises de diversifier leur offre tout en se concentrant sur le marché de niche du haut de gamme. Notre stratégie est donc de développer un marché touristique de luxe parce que notre tourisme repose principalement sur les ressources naturelles. Donc, lorsque vous venez voir les gorilles, cela vous coûte $1 500 et l'idée derrière est l'expérience exclusive. Et pour protéger les ressources naturelles, on ne peut donc pas accueillir tout le monde. Du côté des touristes, cette vision des autorités rwandaises est accueillie avec réserve. Ça va poser problème. Ça va être uniquement destiné à une élite qui peut payer ce prix. Si vous pensez au permis, vous devez aussi penser aux hôtels, aux billets d'avion, etc. Ça va commencer à représenter énormément d'argent pour venir au Rwanda pour voir les gorilles. Pour leur part, les hôteliers attendent de voir l'impact de la décision gouvernementale sur leurs activités. On attend peut-être qu'il y aura l'impact, mais aujourd'hui, pas de problème. Avec 400 millions de dollars de revenus en 2016, le tourisme représente la plus importante rentrée de devises pour le Rwanda. Le pays, qui mise désormais sur le haut de gamme, entend développer le tourisme culturel ainsi que le tourisme sportif, tout en travaillant à devenir une destination de choix pour les safaris.